premier top 10 va être l'annonce de notre séminaire de cas cliniques du groupe chirurgical qui aura lieu le 6 novembre dans un lieu prestigieux qui est le Val-de-Grâce, et je vous invite tous à venir nous rejoindre. Ensuite, comme Madame Bello, je vous recommande les réalités thérapeutiques et je remercie Patrick et certains collaborateurs du groupe pour avoir fait ce quad neuf en chirurgie dermatologique dont je me suis inspirée pour certains points. J'ai essentiellement voulu traiter des chapitres qui vont amener une sécurité de prise en charge de nos patients en chirurgie dermatologique avec une hypertrophie des anticoagulants parce que c'est vraiment notre problème quotidien. Les patients sont de plus en plus âgés et nous devons faire face à cette prise en charge. Vous voyez que la littérature est très fournie et il sort des papiers tous les jours, quelle que soit la spécialité, bien sûr en cardiovasculaire, mais également chez nous. Pour cette étude faite entre autres par Sean Baker, plus de 9000 interventions chirurgicales de janvier 2007 à décembre 2012, avec comparaison de patients sous antiagrégants plaquettaires ou anticoagulants, comparé à un groupe de patients appareillés ne prenant pas de médicaments pendant cette période. L'objectif de l'étude était d'évaluer le taux de complications post-opératoires inhérentes à la prise en charge d'anticoagulants, bien sûr des degrés variés, déhiscence, nécrose, infection, saignement, hématome, ecchymose, mais également des complications dites sévères amenant le patient à retourner au bloc opératoire. Eh bien, que donnent les résultats? Sous aspirine, pas plus de risque de complications. Sous coumadine, un taux augmenté de complications hémorragiques périopératoires, des complications infectieuses, mais pas d'augmentation du taux de complications graves nécessitant un retour au bloc opératoire. Cette publication, nous l'attendions un petit peu parce que, on vous l'a dit, on n'a pas réellement de recommandations et c'est l'équipe allemande qui, secondairement à une étude transversale chez les dermatologues hospitaliers qui ont été interrogés dans quelle était leur gestion des anticoagulants et des antiagrégants avant un acte de chirurgie dermatologique, ont répondu, et vous voyez que pour l'acide salicylique, 40% arrêtés alors que 54% continuaient. Pour l'anticoagulant, 63% soit arrêtés, soit switchés pour de l'héparine, 33% continuaient. Devant cette énorme différence de pratique, les Allemands ont pensé qu'il était temps de nous donner quelques recommandations. Tout d'abord, évaluer notre patient et savoir quel geste nous allons lui prodiguer et dans quelle classe est-ce un geste à haut risque hémorragique post-opératoire. Eh bien, nous voyons dans cette liste que finalement, pas mal de nos gestes au quotidien quand nous prenons en charge des patients sur le plan de la cancérologie cutanée sont des gestes considérés à haut risque hémorragique en post-opératoire avec un consensus de 100%. Quand les patients sont après une chirurgie récente pour, par exemple, les stents pharmacoactifs sous acétylsalicylique et clopidogrel, la meilleure des choses, et qui est le bon sens, est de reporter cette intervention jusqu'à ce que les patients soient sous une monothérapie anti-agrégante. Le baso peut attendre le stent pharmacoactif. Par contre, si on doit absolument maintenir cette intervention, les auteurs recommandent de maintenir ces deux thérapeutiques, bien entendu, cela en accord avec le cardiologue. Pour les antivitaminiques K, quand la chirurgie est à risque hémorragique important et que le patient a présenté des antécédents de saignement de type épistaxis ou ecchymose, que faut-il faire? Un INR préopératoire. Si l'INR est supérieur à la valeur d'efficacité thérapeutique pour lequel il a été prescrit, eh bien, la chirurgie est non effectuée et reportée avec un consensus de 100%. Substituer un antivitaminique K par une héparine de bas poids moléculaire simplement pour un geste de chirurgie dermatologique, non, ça ne doit pas être fait, avec là aussi un consensus de 100%. Ensuite, les fameux nouveaux anticoagulants oraux qui maintenant s'appellent anticoagulants oraux directs parce que il bloque directement soit le facteur 10A pour le rivaroxaban ou l'apixaban, soit directement la thrombine pour le dabigatran.
eh bien, voici, ces médicaments sont de plus en plus prescrits, et c'est vrai que cela nous pose des problèmes à nous dermatologues. Ils sont indiqués dans deux cadres bien distincts, la prévention et le traitement de la maladie thromboembolique veineuse, avec en orthopédie systématiquement après prothèse totale de hanche ou de genou, ou en cas de fibrillation atriale non valvulaire, la prévention des accidents thromboemboliques. Et notre problème majeur, c'est que nous n'avons pas de test biologique pour connaître le statut du patient au moment de l'intervention et que jusqu'alors, il n'y avait pas d'antidote. Mais ceci est en train de changer puisque nous avons une protéine recombinante en phase 2 pour les Xaban et pour les Gatran, l'adarucizumab en phase 3. Nous devons, nous dermatologues, avoir des notions de pharmacologie pour ces médicaments et notamment qu'ils ont une demi-vie courte par rapport aux autres plus traditionnels. Et c'est cette demi-vie courte qui va nous permettre d'avoir cette grande maniabilité de ces médicaments et de pouvoir finalement les arrêter avant la chirurgie. Et l'autre chose, savoir que l'élimination est rénale, c'est dire que toute insuffisance rénale va se répercuter et il y aura un risque important hémorragique. Toujours pareil, donc, pour ces anticoagulants, il nous faut, avant tout acte, peser le pour et le contre, bénéfice-risque entre le risque de thrombose que nous faisons courir si nous arrêtons et le risque de saignement que nous aurons à gérer si nous ne les arrêtons pas, avec, comme je viens de vous le dire, derrière tout ça, le problème de la fonction rénale à toujours connaître. Eh bien, que faisons-nous? Donc, nous l'avons dit, nous pouvons arrêter les anticoagulants directs. En cas de chirurgie à faible risque hémorragique, on pense que 3 demi-vies du médicament sont suffisantes. Et pour un fort risque hémorragique, on demande à ce moment-là 5 demi-vies du médicament entre l'arrêt et la chirurgie. Ce qui fait qu'en pratique quotidienne, ça nous fera la dernière prise à 24 heures avant l'acte chirurgical pour l'ensemble des molécules dans la mesure où la fonction rénale est normale. Et pour une chirurgie à fort risque hémorragique, la dernière prise doit se faire entre 48 heures et 72 heures avant l'acte chirurgical. Qu'en est-il pour la reprise? Eh bien, toujours pareil, connaître la fonction rénale est bien entendu en accord avec le cardiologue. Pour une chirurgie à faible risque hémorragique, dès les premières 24 heures, sans problème. Pour une chirurgie à fort risque hémorragique, entre 48 heures et 72 heures. Et pour des patients à haut risque thromboembolique, il est possible de donner dès le soir de l'acte des doses effilées et de progressivement arriver au bout de quelques jours à la dose normale requise pour l'action antithrombotique. De façon donc synthétique, toujours d'après ces guidelines de l'équipe allemande, pour les antiagrégants plaquettaires, on peut faire la chirurgie. Pour les anticoagulants oraux directs, on arrête 24 heures, on reprend, on peut même reprendre jusqu'à après, on demande au moins 1 heure après l'acte, nous l'avons vu, et la chirurgie est possible. Sous anti-AVK, eh bien, si le risque est faible, on fait la chirurgie. S'il y a un fort risque hémorragique et un antécédent de saignement, INR préopératoire. Si l'INR est très supérieur à la dose thérapeutique, eh bien, on diffère. Sinon, on peut faire la chirurgie. Nous avons enfin une conduite à tenir claire et précise. La biopsie du carcinome basocellulaire préalablement à son exérèse. Cela fait partie des recommandations de la plupart des sociétés savantes. Qu'en est-il? Eh bien, bien sûr, ça a l'avantage de nous faire le diagnostic positif du carcinome basocellulaire et la plupart du temps nous donner son sous-type histologique. À partir de ce sous-type histologique, nous allons pouvoir prendre les marges de sécurité nécessaires à guérir le patient sur le plan carcinologique et préserver son esthétique. Par contre, quelquefois, on peut avoir certains inconvénients. La biopsie peut nous trahir. Le sous-type histologique peut ne pas être le même sur la biopsie et une fois la tumeur retirée, amenant à des marges de sécurité réduites et un risque de récidive plus important. On a, et c'est du quotidien, quelquefois une difficulté du repérage du site opératoire une fois la biopsie cicatrisée, amenant à une erreur du site opératoire.
Voici un carcinome basocellulaire que j'avais biopsié et je vous demande où est le baso. Ce n'est pas si évident que ça. Eh bien, quelques petits gadgets au service du chirurgien. Les selfies, finalement, peuvent nous aider et il ne faut pas s'en priver. Nous pouvons demander au patient et impliquer le patient dans son geste et lui expliquer bien entendu comment prendre une photo, ou ce que nous avait recommandé une fois Michel Henry, c'est avec le smartphone du patient également de prendre la photo. Bien entendu, il faudra recommander au patient de ne pas oublier son smartphone au bloc et le prendre au bloc opératoire. Voici quand même le top 10 des erreurs rapportées en dermatologie. Et vous voyez que c'est l'erreur du site opératoire qui remporte la palme. Quelques autres façons d'éviter d'opérer au mauvais endroit. Au moment de la biopsie, donc pour nous, médecins, prendre la photo de la lésion à biopsie après l'avoir marquée au stylo dermographique en incluant des repères anatomiques pour pouvoir ne pas être perdu après coup. Au moment du bloc, au moment de la chirurgie, toujours avoir un miroir pour montrer au patient avec lui où est réellement la tumeur à retirer. C'est d'autant plus important que quelquefois l'opérateur n'est pas celui qui a pratiqué la biopsie. Bien entendu, dans les cas idéaux, l'opérateur aurait dû voir le patient en consultation préopératoire, mais nous savons tous malheureusement que ce n'est pas toujours le cas. Et enfin, les auteurs nous disent qu'en cas d'insuffisance de visualisation du site opératoire, il ne faut pas hésiter à reculer la chirurgie pour essayer de documenter davantage. Voici là, donc le fameux miroir. Ici, c'était la téléangiectasie qui pouvait être trompeuse. Ici, le CBC. Bien sûr, nous, dermatologues, nous avons la dermoscopie qui nous aide, mais quelquefois, ce n'est pas si facile que ça. Cette publication est intéressante parce que les auteurs nous racontent qu'ils ont, sur une étude rétrospective, quand même trouvé 15% de patients qui ont été opérés et qu'il n'a pas été retrouvé de carcinome basocellulaire après la biopsie. Ces patients ont eu une exérèse avec des réparations par suture directe pour certains, lambeaux, voire greffe. Les carcinomes étaient soit nodulaires, soit micronodulaires, et on nous dit qu'il n'y avait aucun facteur prédictif pour l'absence de carcinome basocellulaire résiduel après la biopsie. J'ai aimé la conclusion de ces auteurs qui nous disent qu'il faut, avant toute chose, introduire cette notion dans le consentement éclairé et que celui-ci doit mentionner qu'il est possible, et ça c'est moi qui l'ai rajouté puisqu'en français nous avons la nuance, de bénéficier, voire de subir une reconstruction, même en cas de non-persistance du carcinome pour des raisons médico-légales. Carcinome basocellulaire périoculaire, vitesse de croissance, une étude des collègues néo-zélandais intéressante parce que ce carcinome basocellulaire est considéré comme le bon cancer qui ne grossit pas trop vite. Dans cette étude, nous voyons déjà la répartition avec une grande majorité au niveau de la paupière inférieure et une taille moyenne lors de la première consultation non négligeable puisque 8 sur 6 mm, ce qui a été vu lors de la première consultation. La mesure était faite lors de la première consultation et la deuxième mesure pour pouvoir après avoir cette vitesse de croissance était faite par l'opérateur. Et vous voyez l'intervalle entre la première consultation et la chirurgie que je trouve personnellement énorme, 157 plus ou moins 87 jours. La deuxième mesure était faite par un opérateur différent. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Eh bien, il y a des régressions de 30% de tumeurs, plus que bien sûr enlève la biopsie. Et dans ces cas-là, on retrouvait plutôt le sexe féminin. Mais la plupart du temps, au contraire, ces tumeurs avaient une croissance importante. Et la croissance était d'autant plus rapide qu'il s'agissait de tumeurs récidivées, qui étaient de grande taille au départ et dans le sexe masculin.
Il faut savoir que les auteurs dans cette série avaient 49% de ce qu'ils avaient appelé carcinome basocellulaire agressif, mais que ce n'était pas la croissance, la vitesse de croissance n'était pas corrélée à cette notion de carcinome agressif. Donc quelques réflexions, bien sûr, la Nouvelle-Zélande a l'incidence quand même de très importante de carcinome cutané. Les délais sont très longs, mais peut-être que ça nous amène à une réflexion parce que nos délais également s'allongent. Et donc peut-être que dans ces régions périoculaires, rappelons que c'est quand même les régions à haut risque dans les recommandations de l'ANAS, tout millimètre compte, vous le savez, pour la règle de Mustardé, et que à quelques semaines d'intervalle, d'une exérèse transfixiante inférieure au quart de la paupière inférieure, qui peut être réparée par suture directe simple avec un résultat tout à fait acceptable, nous passons, quand il s'agit des 3/4 de la paupière inférieure à retirer, à un geste beaucoup plus délabrant au final. Les marges du mélanome, eh bien, il semblerait, ceci est encore à vérifier bien entendu, qu'on aille vers peut-être une réduction des marges latérales. Cette étude suisse, très récente, puisque de juin, je crois, 2015, a étudié des patients où la reprise dans ce centre-là, pour un Breslow au-delà de 2 mm, ils ne reprennent qu'à 1 cm, et ils ont comparé de façon rétrospective à des patients qui avaient été repris à 2 cm. Ils ont bien sûr étudié les récurrences locales, les métastases locaux-régionales et à distance et la survie. Et en fait, ils n'ont pas retrouvé de différence significative pour les paramètres étudiés entre les deux groupes. Nous avons tous connu une diminution des marges il y a quelques années. À suivre, à voir ce qu'il sera fait dans les années à venir. L'anesthésie tumescente, que faire quand nous avons des tumeurs de grande taille, des patients fragiles, âgés et une anesthésie générale contre-indiquée? Bien sûr, il y a le vismodégib, mais peut-être pouvons-nous reculer cette notion de non-opérabilité. Et l'anesthésie tumescente est là pour ça. C'est une technique purement dermatologique qui commence à devenir empruntée par tout un tas de spécialités et de façon très récente. Et vous voyez que beaucoup de gestes sont faits sous anesthésie tumescente. Elle a été décrite par Klein, et au départ, c'était pour la lipoaspiration. Là, c'est l'esthétique au service de la cancérologie. Il suffit tout simplement d'infiltrer un grand volume d'anesthésie locale, c'est ce terme de tumescente, à très faible concentration, en milieu alcalin, associé à un vasoconstricteur. Voici la formule Princeps de Klein. Muerlé et l'équipe de Tübingen ont bien développé cette technique. À Montpellier, avec Jean-Christian Slett, nous avons rajouté de la ropivacaïne anesthésique longue action qui nous permet d'avoir des délais d'anesthésie très importantes et donc une prise en charge post-opératoire de la douleur non négligeable. Voici ce qu'on peut arriver à opérer sous anesthésie tumescente. Un patient insuffisant rénal et cardiaque, un baso récidivé déjà de bon volume. Voici en pratique comment on obtient. Évidemment, ça gonfle. Voici un champ opératoire pratiquement non hémorragique pour ceux qui opèrent cette région. Vous savez que ce n'est pas du tout comme ça habituellement. Et vous arrivez à mobiliser le lambeau et ensuite, bien entendu, une greffe adjacente avec les excès tissulaires. Donc, ce patient a été opéré dans des conditions, l'AG était contre-indiqué, on dépassait très largement les doses d'anesthésie locale, le vismodégib n'existait pas. La greffe de peau totale, c'est la mal-aimée des reconstructions en chirurgie dermatologique. Et pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que je l'enseigne au DIU et j'ai été agréablement surprise que 2 papiers récents fassent un petit peu la promotion de cette technique qui a l'avantage d'une grande sécurité chirurgicale et d'une grande sécurité carcinologique. L'équipe de Deberker a étudié de façon rétrospective 50 patients opérés de 2009 à 2014 qui avaient bénéficié d'une greffe. Et bien là, aux membres inférieurs, vous savez que vous avez d'autres options. La cicatrisation dirigée qui donne d'excellents résultats. La greffe de peau totale, je crois que la greffe d'épaisseur variable est quand même de moins bonne qualité. Et le fameux lambeau de Keystone, cher à l'équipe bordelaise. Qu'ont obtenu ces auteurs? Eh bien, un temps de cicatrisation de 90% de la greffe à 30 jours chez 88% des patients. 28% prenaient des anticoagulants anti-agrégants. Aucune complication hémorragique n'a été observée.
Les complications infectieuses, et c'est intéressant parce qu'il faut savoir qu'il a déjà été publié qu'une chirurgie en dessous du genou est plus à risque de complications infectieuses, donc 16% en l'absence d'antibiothérapie et 2% s'il y avait eu une antibiothérapie prophylactique. Et je pense qu'il est intéressant de voir ce qu'il nous avait donné comme petite astuce. 96% des patients avaient une contention et je pense qu'une greffe au membre inférieur a tout intérêt à avoir un pansement avec une contention veineuse. Enfin, la greffe de peau totale et l'aile narinaire. Là encore chez l'équipe néo-zélandaise, une petite astuce, il sous-dimensionne de 5 à 10% dans le plan horizontal pour éviter la rétraction et l'effet de pinch cushioning. Bien entendu, surtout pas dans le plan vertical, puisque sinon vous auriez une attraction de l'aile narinaire. Chez eux, l'antibiothérapie a été non systématique. Et ce qui était intéressant, c'est de voir un petit peu ce qu'ils aimaient comme site donneur, parce que le problème qu'on reproche à la greffe, c'est son côté de pastilles, de pièces rapportées. Et bien entendu, quand on répare du nez, l'idéal est d'avoir une peau séboréique. Et donc, leur topographie préférée est le front. Et ils profitent, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de cancers cutanés en Nouvelle-Zélande, ils profitent de retirer un autre cancer au niveau du front pour récupérer un excès tissulaire à ce moment-là et l'utiliser pour réparer la greffe narinaire. C'est très élégant. De la même façon pour le sillon nasogénien. Bien entendu, quand cela n'est pas possible, qu'il n'y a pas de chirurgie, on ne va pas faire une cicatrice en plein front ou en plein sillon nasogénien et on se tourne vers la peau préauriculaire. Mais là, est-ce que la peau préauriculaire n'a pas du duvet? S'il n'y a pas de duvet, eh bien, on l'utilise. S'il y a du duvet, on passe en rétro-auriculaire. L'autre astuce, c'est la greffe de cartilage. Et ça, c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup. Et Tri Nguyen nous l'a encore redit hier. Ça permet d'éviter le phénomène de valve décrit par Burgett. Une greffe de cartilage, quand on est très très près du bord libre, nous permet d'avoir une sorte d'auvent, une sorte d'armature qui va éviter l'affaissement de l'aile narinaire en inspiration. Enfin, ce qui m'a fait plaisir également dans cette publication, c'est que ces auteurs utilisent encore la dermabrasion et personnellement, je trouve que c'est une technique très élégante pour effacer les cicatrices après une chirurgie, que ce soit un lambeau ou une greffe. Je pense que je vous ai montré qu'en chirurgie dermatologique, nos patients sont pris en charge en toute sécurité. Je devais vous annoncer aujourd'hui le congrès franco-tunisien de chirurgie dermatologique. Des événements récents, nous avons décidé d'un commun accord avec les auteurs, les organisateurs tunisiens, de remettre ce congrès à l'année prochaine, donc en 2016, et que la paix soit avec nous.